Ah, il fallait un top, c'est ça? Bonsoir à tout le monde et bienvenue à ce troisième meet-up. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui sont déjà venus? Je crois qu'il y a des têtes que je connais rapidement. Ouais, quasiment la moitié. C'est cool de vous revoir. Revenez. Pour ceux qui connaissent pas Tech Control, rapidement un petit mot. Donc Tech Control, c'est la communauté technique qui a été initiée par l'équipe de développement de ControlUp. Donc c'est quelque chose qui est décorrélé de ControlUp, mais qui est simplement en fait sponsorisé par ControlUp. L'objectif d'une communauté, c'est évidemment d'offrir un espace à vous pour vous exprimer, pour partager, apprendre. C'est un peu ça qui nous drive aussi à ControlUp, c'est le partage de connaissances et la montée en compétences. Donc on a essayé de le cristalliser dans Tech Control. Vous pouvez nous retrouver sur Discord. Je sais qu'il y en a qui nous ont déjà rejoints et qui ont dû être déçus parce qu'il s'y passe pas grand-chose. Mais promis, ce Discord va vivre. On a besoin de vous. On a aussi besoin de personnes en interne à ControlUp qui vont l'animer. Et je ne doute pas qu'il va prendre vie sur cette année. On va servir de cette rentrée pour dynamiser ça. Et aussi, évidemment, il y a le Meetup. Sur le Meetup, vous aurez à la fois les événements de T-Control, donc tout ce qui est Meetup purement technique, mais aussi on s'en sert pour partager les événements de ControlUp, qui notamment ce sont les afterwork et on a notamment les 2 ans de ControlUp le mois prochain. J'en parlerai après. Ce troisième meet-up, il est consacré du coup à un sujet qui va nous être présenté par Arthur, qui est juste ici. Donc c'est une introduction à RxJS et la programmation réactive. J'en dis pas plus, je vais le laisser détailler ceci. Et on se retrouve après pour continuer à discuter autour d'une boisson. Donc n'hésitez pas à rester à la fin de sa présentation. Il y en a à peu près pour 1 heure. Et si je dis pas de bêtises, 3 quarts d'heure de présentation et 15 minutes de questions-réponses. Tac. C'est bon. Tout d'abord, je vous remercie d'être venu assister à ce meet-up sur RxJS. Donc, pour un peu présenter introduire cette présentation, j'aimerais partir d'une problématique. Il y a quelque chose que j'ai souvent vu sur les projets sur lesquels je suis intervenu, c'est tout simplement qu'on va vous demander de faire une nouvelle feature. Alors au début, c'est super simple, tout se passe bien, on veut juste afficher un écran. Et puis, peut-être qu'une évolution, voilà. Maintenant, on va vouloir faire un petit traitement en plus. Et puis maintenant, encore une évolution. Ah tiens, le besoin va changer 3 fois en 10 minutes et il y aura encore un traitement. Et quelque chose qui est très très simple au début, très rapidement, ça part très vite dans tous les sens. Et le problème, c'est que si ça part dans tous les sens, on va mettre beaucoup plus de temps pour se mettre dans le code, pour comprendre, pour maintenir. Et ça posait plusieurs problèmes et c'est pas forcément agréable au quotidien. Et donc pour ça, j'aimerais vous proposer une solution parmi tant d'autres, qui va être RxJS. Alors, d'abord, est-ce qu'il y en a quelques-uns peut-être parmi vous qui s'en est déjà servi? Donc, ça vous fera peut-être un petit rappel pour vous, mais du coup pour les autres, si jamais vous avez déjà fait du Angular, il y a de grandes chances que vous vous en soyez déjà servi, parce que c'est une librairie qui est au cœur de ce framework. Mais RxJS, qu'est-ce que c'est? Alors tout simplement, c'est une implémentation JavaScript d'une API, qui va être les Reactive Extensions. Cette librairie, qu'est-ce qu'elle va permettre? Elle va permettre simplement de traiter des données. Donc, ça va être peut-être de les combiner, de combiner des données, les traiter de différentes sources pour qu'on puisse tout unifier et tout simplifier et qu'on puisse un peu reprendre la main sur ce workflow de développement. Et cette librairie, elle est basée sur quelque chose qui s'appelle les observables. Les observables, on verra ce que c'est. Alors, moi, je me présente, je m'appelle Arthur, je suis développeur du coup Angular freelance. Et alors, j'ai découvert RxJS tout simplement parce que ça fait plusieurs années que j'essaie de me spécialiser sur Angular. Comme je le dis, c'est au cœur du framework. Au début, j'avais un peu de mal à voir comment s'en servir, parce qu'il y a quand même une petite phase d'apprentissage. Mais à force de m'en servir au quotidien, maintenant, ça a changé ma vie. C'est vraiment beau. Enfin, je vois que ça simplifie énormément de choses et je prends vraiment plaisir à travailler avec. Donc, c'est pour ça que je vais vous partager cette librairie pour que vous puissiez en bénéficier. Donc concrètement, cette présentation, elle va se faire en 3 temps. En premier, on va parler un peu des grands paradigmes de programmation qui vont être utilisés
avec RxJS. Ensuite, on va vraiment s'attarder sur les concepts de RxJS, donc les outils que la librairie va mettre à notre disposition, vraiment ce qu'on va utiliser au quotidien. Et ensuite, c'est bien beau de faire de la théorie, mais on verra vraiment avec un cas d'utilisation qu'on peut rencontrer sur n'importe quel projet, parce que l'objectif, c'est quand même de voir comment est-ce qu'on peut s'en servir concrètement. Si vous vous rendez sur le site donc, de ReactiveX, qui est l'API sur laquelle on va se baser, on va voir la phrase suivante. C'est vraiment la première phrase qui est affichée sur la documentation. C'est que ReactiveX, c'est la combinaison des meilleures idées tirées du pattern observer, du pattern itérateur et de la programmation fonctionnelle. Donc, simplement, pour pouvoir illustrer vraiment qu'est-ce qu'on peut faire avec cette librairie, on va définir ces 3 termes pour que vous puissiez vous repérer plus facilement. On va commencer avec le pattern observer. Pour illustrer ce pattern, donc ce design pattern, j'aimerais vous parler d'un exemple du quotidien. Ça va être l'exemple de la newsletter. Alors, je pense que c'est quelque chose que peut-être vous êtes tous abonnés à une newsletter, mais une newsletter, qu'est-ce que c'est ? C'est simplement, peut-être que j'ai un site qui va, de manière régulière ou non, fournir des informations sur JavaScript. Moi, j'aimerais bien être notifié à chaque fois qu'il y a un nouvel article, quelque chose, et du coup, tout simplement, je me rends sur le site, je vais peut-être mettre mon adresse mail, et à partir de ce moment, lorsqu'il y a un nouvel article, je serai notifié, je vais recevoir un mail, et du coup, je vais pouvoir le consulter, faire ma veille, tout ce que je veux. Mais ce qui se passe, donc, mettons que ça émet toutes les semaines, je reste abonné, et du coup, chaque semaine, je reçois mon mail, c'est cool. Par contre, un jour, je me rends compte que ça fait déjà quelques fois que je prends plus le temps de lire, ça finit plutôt dans mes spams, et plutôt que de devoir le supprimer à chaque fois, je préfère directement me désinscrire. Donc je vais me rendre sur le site, je vais me désabonner, et à partir de ce moment, je ne vais plus rien recevoir. Et en fait, le pattern observer, c'est exactement la même chose. Dommage. Alors là, okay. C'est bon. Cool. En gros, conceptuellement, à quoi ça pourrait ressembler ? On pourrait imaginer qu'on a un objet qu'on va appeler publisher. Cet objet, il va juste devoir gérer une collection d'objets qui vont vouloir écouter. Dans notre cas, le publisher, ça pourrait être la personne qui va envoyer une, ça peut être les newsletters en elle-même. Et donc l'idée, c'est qu'à chaque fois qu'on va émettre un événement, on va leur notifier tous les abonnés qu'il s'est passé quelque chose. Et dans notre exemple, notre abonné, ça pourrait être un subscriber. Donc à chaque fois, on va pouvoir réagir de manière très simple et on peut traiter la donnée comme on le souhaite. Le deuxième pattern, donc design pattern dont on va parler, c'est le pattern itérateur. Alors, le pattern itérateur, c'est très simple en réalité. C'est simplement la façon d'abstraire la manière d'itérer sur une collection. Alors, si je prends l'exemple d'une liste, c'est un tableau, c'est quelque chose de très simple. On va juste boucler, itérer sur chaque élément, pas de problème. Par contre, si on a un exemple comme ça, avec un arbre, on pourrait imaginer qu'on va avoir différentes manières de se déplacer dans cet arbre. Et cette manière, au final, pour l'utilisateur, c'est pas trop intéressant qu'il le réimplémente à chaque fois. Donc on va abstraire ça dans une méthode. On peut imaginer, donc, comme dans cet exemple, avoir une méthode de getNext qui va simplement s'occuper d'itérer. À quoi est-ce que ça va nous servir ? Parce que il faut savoir, quand on va travailler donc, avec les observables, la donnée, on s'en fiche de savoir comment est-ce qu'on va passer d'une donnée à l'autre. On veut juste savoir qu'on va récupérer quelque chose et qu'on veut pousser un nouvel événement. Donc c'est totalement abstrait. Et le dernier terme du coup que j'aimerais un peu vous parler, c'est le terme de programmation fonctionnelle. Alors c'est peut-être quelque chose que vous avez déjà entendu parler. La programmation fonctionnelle, tout simplement, c'est un paradigme de programmation qui va être basé sur les fonctions mathématiques. Qu'est-ce que ça veut dire ? En mathématiques, une fonction, si on lui passe toujours les mêmes paramètres d'entrée, on aura toujours les mêmes paramètres de sortie. On va prendre un petit exemple d'une fonction qui va faire une somme. On va venir additionner deux nombres A et B. Cette méthode, cette fonction, on a beau l'appeler une fois, 10 fois, 1000 fois, on additionne 4 plus 5, on aura toujours 9. Parce qu'on ne va pas dépendre d'un contexte, c'est vraiment, ça sera toujours le même traitement qui sera effectué. Maintenant, on va voir un exemple de fonction qui n'est pas pure, donc qui est impure. Si on prend notre exemple de somme, on prend toujours deux paramètres en entier A et B, mais par contre, le résultat, on va venir rajouter un paramètre externe, donc qui est défini dans notre contexte, qui serait une variable C.
Mais ce qui va se passer, c'est que la première fois, on va appeler notre méthode avec en passant 4 et 5 en paramètres, on obtient 9. Entre-temps, on vient mettre à jour la valeur de C, et quand on rappelle notre méthode avec les mêmes paramètres, la somme de 4 plus 5, ça nous renverra 14. Parce qu'on va dépendre du contexte. Et là, ça pose quand même plusieurs problèmes, parce que si on a ça de notre code, ça veut tout simplement dire que on est sûr de rien, ça va générer des bugs beaucoup plus facilement, on ne saura pas forcément où chercher, parce qu'au final, les bugs peuvent être induits par n'importe quoi, et c'est quelque chose de plus compliqué. Il y a aussi un exemple que vous avez certainement déjà dû utiliser, mais le math random, c'est quelque chose qui est impur, parce que vous avez appelé le math random 2 fois de suite, vous n'aurez pas le même résultat. Pareil pour une new date. Si vous rappelez un new date maintenant et dans 10 minutes, vous aurez 2 résultats différents, donc c'est des choses qui sont impures et qui peuvent provoquer des effets de bord. Et ensuite, donc, il y a un deuxième terme que j'aimerais définir, c'est le terme de composition de fonctions. Alors ça peut faire un peu peur comme ça, mais c'est juste qu'on va combiner des fonctions pures pour en former des plus complexes. Et pourquoi est-ce que j'insiste sur le pur? C'est tout simplement que si les fonctions entre deux exécutions ne vont pas avoir le même comportement, on ne pourra pas vraiment y assembler parce que derrière, on ne saura jamais ce qu'on va voir et ce n'est pas quelque chose qu'on pourra exploiter de manière efficace. Donc là, on a un petit exemple. On a juste simplement une fonction, donc incrément, qui va prendre un tiers en paramètre et qui va lui ajouter 1. Une autre fonction qui va s'occuper de renvoyer qui va doubler notre paramètre. Et ce qui se passe, c'est que, imaginons qu'il y ait une fonction compose qui permette de prendre toutes ces fonctions et de les appliquer. Ça revient tout simplement, vous voyez avec cet exemple, d'appliquer la méthode incrément sur notre paramètre. Et derrière, avec ce résultat, on va appeler notre autre fonction, donc la méthode double. Et c'est super intéressant parce que, vous voyez, dans la méthode compose, au final, on pourrait vraiment assembler un pipeline de fonctions et à la fin, uniquement passer notre paramètre et derrière, ça doublerait tout. Globalement, vous verrez qu'avec YJS, on va traiter la donnée. Si on peut un peu schématiser ça, c'est juste un tuyau. Pourquoi? Parce que vous allez avoir des données qui vont venir en entrée. Vous allez vouloir faire des traitements sur ces données. Et derrière, vous voudrez les écouter et du coup avoir un résultat de sortie. C'est aussi simple que ça. Je vous ai parlé des observables du coup au début de cette présentation. Mais l'observable, à quoi ça correspond sur ce schéma? C'est tout simplement un objet qui va émettre de la donnée dans le temps. Une définition, ce serait qu'un observable, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une séquence de données qui va être synchrone ou asynchrone, qui peut émettre de 0 à n valeurs, et uniquement à partir du moment où on s'y abonne. Si on reprend l'exemple de la newsletter, vous voyez bien que si on ne s'y abonne pas, on ne va pas recevoir le mail, parce qu'on n'est pas intéressé dessus. Concrètement, un observable, qu'est-ce qu'on pourra avoir au quotidien? On pourrait imaginer un WebSocket, ou peut-être récupérer les valeurs qu'on va écrire sur le clavier, dans un input par exemple. C'est une séquence donnée, et peu importe la source, mais quelque chose qu'on va recevoir dans le temps. Un observable, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut avoir 3 types de notifications. Dans le cas nominal, on va dire qu'il y a une notification qui s'appelle next, qui va juste consister à renvoyer la prochaine valeur. Si je prends l'exemple de la scie du clavier, à chaque fois que je vais appuyer sur une touche, je vais émettre un événement, et du coup, ça correspondrait le 1 et le 2, le 3, ça pourrait être 3 caractères que j'ai saisis. Ça, c'est le cas nominal. La plupart du temps, c'est ce qui vous intéresse, c'est de récupérer cette séquence. Mais il peut aussi arriver que votre observable ait une erreur. Et dans ce cas, il va pouvoir émettre une notification type error. À partir de ce moment-là, il arrêtera d'émettre. De la même façon, on peut très bien avoir un observable qui dit à partir du moment où j'ai tout envoyé, j'ai plus rien, j'ai terminé. Et dans ce cas, il va émettre une notification complete. Ce qui est intéressant de noter, c'est qu'on peut avoir donc de 0 à potentiellement l'infini d'événements de type next, donc des valeurs qu'on va pousser. Mais on peut avoir uniquement de 0, enfin, on peut avoir aucune ou potentiellement une notification de type error ou complete. On ne pourra pas à la fois lever une erreur et à la fois dire j'ai fini ma donnée, parce qu'il va tomber, il arrêtera d'émettre avant. Voilà, donc on va prendre l'exemple de la newsletter. On n'est pas encore abonné, il y a un mail qui est envoyé, mais du coup, moi, je ne vais pas le recevoir. J'essaie de m'y abonner, et je reçois un mail, 2 mails, 3 mails. Au bout d'un moment, j'en ai marre,
je décide du coup de me désabonner de cette newsletter. Et à partir de ce moment, même s'il y a des emails qui sont envoyés, moi je vais pas les recevoir. Ce qui est intéressant de noter avec avant, c'est que le type de notification complete ou error, qui est du coup spécifique, qu'on va arrêter d'émettre, c'est interne à l'observable. Et le fait de s'abonner ou de se désabonner, c'est vraiment externe. C'est nous qui voulons dire est-ce que j'écoute ou est-ce que j'arrête d'écouter. Maintenant, on va parler des observables, donc c'est des données une séquence qui va émettre des données de manière synchrone ou asynchrone. Mais il y a un autre type d'objet fourni par XJS qui va être le subject. Le subject, vous voyez qu'on a le même endroit ici, c'est toujours dans ce qui va envoyer la donnée. Bon. On peut voir ça comme un observable particulier sur lequel on peut mettre les données manuellement. C'est-à-dire que c'est nous qui allons dire tiens, je te pousse cette valeur. Typiquement, qu'est-ce qu'on pourrait avoir? On pourrait imaginer dans une application peut-être une gestion du chargement de manière globale. Donc ça va dépendre d'aucun événement. Et juste de manière... nous, on va décider, quand je fais une requête, je t'envoie un next pour dire maintenant, il y a un chargement. Donc, passe à true ou passe à false quand c'est terminé. Et on va déclencher nous-mêmes cet observable. À quoi ça peut ressembler ça avec un peu de code? Tout simplement, un subject, on a juste besoin de l'instancier comme n'importe quelle classe. Derrière, on va pouvoir s'y abonner comme sur un observable. Et quand on va vouloir pousser de la donnée, on va juste appeler la méthode next. Et uniquement à ce moment-là, ça va émettre un événement avec la valeur désirée. Et maintenant, donc on sait comment est-ce qu'on peut pousser la donnée où on a l'entrée, mais ce qui va manquer, ça va être la sortie. C'est quoi? Comment est-ce qu'on peut réagir à cette donnée? Et ça, donc, on va câbler ça avec un observeur. Un observeur, qu'est-ce que c'est? Vous pouvez simplement voir ça comme c'est un objet qui va consommer une notification émise par un observable. C'est juste, on va réagir aux valeurs qui ont été émises. Alors, c'est pas grand-chose, c'est assez simple, mais vous vous souvenez, un observable a 3 types de notifications. Le next, le complete et le error. Mais de la même façon, sur l'observeur, c'est juste un objet qui peut définir 3 paramètres, 3 propriétés, next, complete et error. Et de la même manière que l'observable va émettre tel ou tel type de notification, à chaque fois qu'une notification du même type sera émise par observable, on passera dans ce callback. C'est simplement un ensemble de callbacks. Si mon observable met next, je ferai un console.log de j'ai une nouvelle valeur et je l'affiche. Si jamais j'ai une erreur, je passerai dans ce callback là. Si mon observable arrête d'émettre de la valeur parce qu'il est terminé, je passerai là-dedans. Ce qui est intéressant de noter, c'est que ces 3 propriétés sont totalement optionnelles. Peut-être pour une raison un peu étrange, on voudrait juste écouter sur les erreurs ou le complete, ce qui n'est pas le cas nominal, mais dans ce cas, on n'a juste à pas définir le next. Ou au contraire, si on veut juste écouter sur le next et sur l'error, on peut juste définir. On passe 0, 1, 2 ou 3 propriétés. Et encore une fois, il faut garder en tête que l'observable, tant qu'on ne s'y abonne pas, il n'y a aucun traitement qui est fait, il n'est pas activé, il est lazy. Eh bien, on n'a pas récupéré la donnée. À partir du moment où on fait un subscribe, on va simplement passer notre observeur en paramètre de cet abonnement, et c'est comme ça qu'on va réagir à chaque fois qu'une valeur va être émise. Je vous disais que dans le cas nominal, on va très souvent vouloir uniquement écouter sur l'émission de nouvelles valeurs, donc le next. C'est vraiment le cas le plus fréquent. Et pour ça, plutôt que de mettre un objet avec le next, et un petit sucre syntaxique qui permet juste de on met notre callback directement ici. Et si on met uniquement un callback dans le subscribe, on va passer dans le next. C'est plus agréable à lire et plus simple à maintenir. Je sais pas si ça va venir un peu. Ok. Bon. Problème, mais je pense que vous avez l'idée. Maintenant, c'est bien beau. J'ai mes données en entrée, j'ai mes données en sortie. Je vais rarement avoir la donnée qui matche parfaitement avec ce que je veux faire. Du coup, il manque quelque chose. Et ce quelque chose, en fait, ça va s'appeler les opérateurs. Juste ce qu'il faut, c'est parfait. Un opérateur, qu'est-ce que c'est? Un opérateur, qu'est-ce que c'est? Alors, vous vous rappelez, on a parlé de la composition de fonctions avec des fonctions pures. Et un opérateur, ça va être une fonction pure qui va contenir le traitement qu'on veut faire
qu'on va appliquer sur les données émises par notre observable. C'est juste ça. Si on reprend le schéma d'avant, vous voyez que notre opérateur, ça pourrait être la zone où on va venir modifier la donnée. Et pour en entrée, on a des petits chiffres. En sortie, on veut des gros chiffres. C'est tout simplement l'opérateur, ça va se permettre de grossir ces chiffres. Ok. Donc maintenant, on a vu un peu de théorie, je vais expliquer différents concepts. Je pense que le plus parlant, ça serait quand même de voir des cas concrets qu'on pourrait rencontrer dans des applications et de voir un peu de code quand même. Je pense que ça reste important. Pour cet exemple, on va construire une feature de 0. Et cette feature, ça va être l'affichage d'un écran avec une recherche à champ multiple. On voit qu'il y a plusieurs étapes, et idéalement, on veut arriver à une feature qui est vraiment complète. Du coup, maintenant, imaginez un jour, votre client, il arrive et puis il vous dit là, c'est super cette application, par contre, j'ai des utilisateurs en base, moi j'aimerais bien pouvoir m'en servir et je ne peux pas le faire sur une application. Du coup, j'aimerais bien avoir un nouvel écran où je peux tout simplement les afficher. Ok, c'est assez classique, c'est facile quoi. Comment est-ce qu'on pourrait faire avec l'observable ? Ce qu'il faut, c'est qu'on aille récupérer nos utilisateurs quelque part. Très souvent, on peut imaginer qu'on va appeler notre back pour le faire, il y a un appel HTTP qui va nous renvoyer un utilisateur. Et pour ça, donc, EricJS va nous permettre de glisser un opérateur. Ah, si, j'ai oublié un truc. Les opérateurs, ils peuvent être soit dans des pipes, donc l'espèce de tuyau. Et généralement, les opérateurs qui vont permettre de créer un observable, ils vont être appelés de cette manière. En fait, ce qu'il va faire cet opérateur, c'est tout simplement qu'il va créer un observable à partir, par exemple, d'une chaîne de caractères qui va représenter l'URL appelée. Il va faire l'appel HTTP, il va transformer ça en observable, et le retour de ce morceau de code, ça sera un observable avec notre liste d'utilisateurs. On va récupérer la donnée, c'est super. Mettons qu'on mette ça à notre client, il dit super, parce que maintenant j'ai plein d'utilisateurs, par contre j'en ai trop. J'aimerais bien pouvoir filtrer parce que là, je peux m'y retrouver. S'il faut que je scrolle à chaque fois, c'est pas possible. Du coup, il demande de venir ajouter peut-être un champ de recherche dans un premier temps sur le nom, parce que c'est le champ le plus parlant. Comment est-ce qu'on pourrait faire ça avec un observable ? Ça, c'est typiquement le code qui va nous permettre de récupérer la donnée. Mais ce code, si on reprend un peu cet exemple, si on réfléchit un peu en termes de besoins, ce qu'on veut, c'est venir modifier notre liste d'utilisateurs à chaque fois que notre champ de recherche va être modifié. Donc si jamais le champ est vide, affiche tout. Si je commence à écrire Toto, je veux afficher uniquement les utilisateurs qui vont s'appeler Toto. Ok. Alors, pour faire ça, on va faire un premier observable qui va contenir en fait la saisie du clavier. EricJS propose un autre opérateur qui s'appelle le FromEvent. Et cet opérateur, on va lui passer un élément, donc en l'occurrence ça va être notre input de recherche sur le nom. On va lui passer un type d'événement sur lequel écouter, et automatiquement, à partir de cet événement, il va nous créer un observable. Donc là, on va pouvoir réagir sur chaque donnée qui a été émise. Par contre, vous avez déjà dû vous servir de quelque chose de similaire. Le problème, c'est qu'on n'aura pas vraiment la valeur. Nous, ce qui nous intéresse, là, c'est de nous envoyer un événement DOM. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment la recherche pour pouvoir s'en exploiter. Donc pour ça, on va faire un observable qui va contenir uniquement la recherche. Tout d'abord, avec le point de départ, je reprends cette slide. Le point de départ, ça va être notre saisie. Notre saisie, on va brancher notre tuyau dessus. Le tuyau dans lequel on va appliquer toutes ces transformations. Et du coup, à chaque fois qu'une valeur va être émise, on va passer parmi toutes ces fonctions dans le même ordre, et du coup, on aura quelque chose de cohérent. La première chose qu'on va vouloir faire, c'est, je vous l'ai dit, on a un événement qui est remonté, un événement du DOM. Nous, ce qui vaut, c'est la valeur. C'est la valeur, vraiment, le texte qui a été saisi. Pour ça, on va juste transformer notre observable via l'opérateur map. Alors, c'est peut-être quelque chose que l'opérateur, enfin, la fonction map en elle-même, c'est présent dans beaucoup de langages. Ça consiste tout simplement, on a un événement d'entrée et on veut le transformer en un élément d'entrée, pardon, on veut le transformer en élément de sortie. On va passer de notre événement à notre valeur textuelle.
Ce qui va se passer aussi, c'est que tant que l'utilisateur n'aura pas saisi de valeur, notre observable, il ne va jamais rien émettre. Et du coup, pour ça, on peut utiliser l'opérateur startWith. Comme ça, c'est à partir du moment où on va s'abonner sur l'observable, on va émettre par défaut cette valeur-là. Donc, une chaîne de caractères. Une chaîne de caractères vide, pardon. Et ensuite, on va utiliser l'opérateur d'Ebelstein. Ce qui va se passer, c'est que lorsqu'on va saisir, vous imaginez bien que si jamais on lance des traitements, alors, dans cet exemple c'est la recherche, mais on ne veut pas vraiment tout relancer à chaque saisie de l'utilisateur. Parce que quelqu'un a un nom en tête, il va taper 10 caractères, c'est-à-dire qu'à chaque fois on va déclencher le traitement 10 fois, ça ne sert à rien parce qu'au final on sait qu'on n'a pas terminé. L'opérateur d'Ebelstein, on va lui passer un nombre de millisecondes en paramètre, et à partir du moment où il va uniquement continuer à propager notre événement quand il n'y a pas eu de nouvel événement émis depuis cette durée. Globalement, de manière très simple, je saisis sur mon champ de recherche. À partir du moment où je ne saisis plus rien pendant 300 millisecondes, je passe à la suite. Et de cette manière, déjà, on limite le nombre de traitements de manière assez incroyable. Okay. Et maintenant, ce qui se passe, c'est que je fais ma saisie. Il se trouve que je vais filtrer mon utilisateur. Et maintenant, je vais commencer à écrire quelque chose, et puis finalement, je vais tout effacer. Enfin, je vais effacer, je vais revenir à la même valeur que j'avais initialement. Donc, je commence à marquer Toto, j'ai mon rechargement, et puis après, je mets genre Titi, puis j'efface. Donc, ce qui va se passer, c'est que on va se retrouver à émettre au final on va émettre la même valeur 2 fois de suite. Mais vous vous souvenez, ce qu'on a vu avec les fonctions pures, c'est qu'à partir d'un même élément d'entrée, j'aurai le même élément de sortie. Et du coup, ça ne sert à rien de relancer des traitements si je sais que j'aurai pas de changement. Juste en appelant cet opérateur, ça va automatiquement émettre si j'ai une différence entre les deux. Et à la fin, notre client nous dit que moi, je veux pas émettre je veux pas lancer ma recherche si jamais j'ai pas minimum 3 caractères, ou alors si jamais mon input est vide. Et ça, on peut appeler l'opérateur filter, qui a le même fonctionnement que dans beaucoup de langages. Vous passez juste un callback, il renvoie un booléen, et si ça matche cette condition, on va continuer à les mettre. Alors, je reviens juste. Là, en quelques lignes de code, on a quand même fait pas mal de traitements, mine de rien, parce que implémenter un debounce, la détection de 2 valeurs différentes, le filtre, pouvoir transformer par rapport à ce que ça nous demande comme effort, on a déjà quelque chose on peut récupérer au fur et à mesure, c'est vraiment cool. Ok, donc maintenant, on est en mesure de récupérer notre valeur qui va changer au fur et à mesure. C'est cool. On a également récupéré un observable avec notre utilisateur lorsqu'on a fait le ajax.getJSON juste avant. Mais ce qu'il nous faut, nous, c'est qu'on puisse mélanger ces 2 observables, parce que ce qui nous intéresse à la fin, c'est juste avoir des utilisateurs qui sont filtrés en prenant en compte notre saisie, notre recherche. Et ça peut se faire très simplement en quelques lignes avec ce code. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que on va utiliser un autre opérateur de RxJS qui s'appelle CombinedTest. Cet opérateur, qu'est-ce qu'il fait? Il va prendre plusieurs observables en paramètres. À partir du moment où chaque observable aura émis au moins une valeur, quand un observable va émettre une valeur, on va émettre toutes les valeurs précédemment émises. Bon. En gros, c'est qu'à chaque fois, on peut mettre en cache. Et si par exemple, il y a juste ma recherche qui est mise à jour, eh bien, l'utilisateur n'a pas changé, donc je prends ce que j'ai récupéré, ma dernière valeur émise, et ma recherche a changé, donc je vais prendre ces valeurs-là. Et ensuite, on peut imaginer de manière très simple, on rappelle le map, on va filtrer un utilisateur en fonction de notre condition. En l'occurrence, on veut que l'utilisateur contienne ce qu'on a saisi, que ce soit pas sensible à la casse. Encore une fois, il faut bien garder en tête que tant qu'on ne s'abonne pas à un observable, il n'y a aucun traitement qui se fait. Et du coup, pour pouvoir vraiment activer notre observable, on va venir faire un subscribe dessus. Et dans le next, on va venir passer notre callback qui va écouter sur le next. Et à chaque fois qu'on va récupérer une nouvelle valeur, on va mettre à jour, on peut imaginer une propriété user dans notre composant avec ces nouvelles valeurs.
Et en quelques lignes de code, on voit qu'on a une liste utilisateur qui est entièrement réactive, donc qui est mise à jour automatiquement à chaque fois qu'on va modifier notre filtre. Ça marche plutôt pas mal. Maintenant, si vous vous souvenez, au début de cette présentation, donc on a parlé de l'abonnement, mais on a aussi évoqué qu'on pouvait se désabonner d'un observable. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on voudrait se désabonner? Pourquoi est-ce qu'on voudrait mettre fin à une souscription? Mais il faut garder en tête qu'un observable, ça peut mettre de 0 valeur à potentiellement une infinité de valeurs. Parce que c'est juste une séquence de données qui va émettre. Mais ce qui se passe, c'est que si jamais on émet une infinité de valeurs et qu'on n'écoute pas dessus, il y a quand même un risque de fuite de mémoire. Et ça, si on peut l'éviter, ce serait quand même plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? Plutôt qu'interagir avec l'observable, on pourrait imaginer, il y a un objet, donc une classe souscription donc, qui est aussi fournie par RxJS. Donc on peut imaginer dans notre composant dire qu'on va utiliser une souscription. Lorsqu'on va vouloir instancier notre composant, alors on va faire nos traitements comme précédemment, mais notre subscribe, on va le stocker dans cette variable. Juste comme ça, on la signe. Et lorsqu'on va vouloir désinstancier le composant, il suffit juste d'appeler la méthode unsubscribe, c'est notre souscription. Bon, c'est plutôt pas mal au final, c'est assez simple à mettre en place et par rapport à ce que ça apporte en gain de code et en efficacité, c'est plutôt cool. Et moi, je vois quand même deux problèmes là-dedans. Le problème, c'est que ça nous forcerait à stocker les souscriptions. Alors là, c'est bien, dans cet exemple, on a juste un observable. Imaginez que nos écrans plus complexes et on ait peut-être 4 ou 5 observables sur lesquels on veut écouter. Ça serait quand même pas. Ça nous forcerait à stocker potentiellement genre 4 ou 5 variables pour les souscriptions. Et l'autre point négatif que je vois, c'est quand même que lorsqu'on va vouloir désinstancier le composant, et on va devoir appeler la méthode unsubscribe manuellement sur chaque souscription. Donc c'est peut-être pas grand chose, mais si c'est quelque chose que vous faites sur tous vos composants, il y a forcément un jour où quelqu'un avait oublié, ça fait une charge mentale en plus et c'est un risque de bug. Juste un petit aparté, si jamais du coup vous avez déjà utilisé Angular ou si vous utilisez Angular, par exemple, cette notion de unsubscribe, elle est totalement abstraite. Il y a un pipe dans votre template, vous pouvez juste passer un observable en paramètre en passant une certaine syntaxe et vous occupez pas de tout ça. Donc c'est quand même pas mal. Mais dans les autres applications, qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux? Ce serait super bien si on était en mesure de juste faire, je sais pas, un unsubscribe et que automatiquement tout se désabonne et qu'on dise qu'on arrête d'émettre. Et ça, c'est possible grâce à l'opérateur takeUntil. L'opérateur takeUntil, c'est tout simplement un opérateur encore fourni par RxJS qui va prendre en paramètre un observable. Et si cet observable passé en paramètre émet une valeur à n'importe quel moment, eh bien l'observable, dans lequel on appelle takeUntil, va cesser d'émettre. Il va être passé en complete. On va y notifier maintenant, je peux écouter. Concrètement, au niveau du code, à quoi ça peut ressembler? Alors, vous vous souvenez au début, on a parlé du subject, qui était un type d'observable un peu particulier parce que on pouvait émettre une valeur manuellement. Et typiquement, ça pourrait se faire dans ce cas. Donc, on va être dans notre composant, on va instancier donc un objet de type subject. Lors de l'instanciation de composant, alors vous voyez qu'on l'a fait depuis le début, donc on met juste notre observable, on fait notre traitement, on fait un subscribe dessus. Par contre, si vous faites attention, dans le pipe, on a rajouté juste le takeUntil, qui prend en paramètre le this.destroy. Ce qui va se passer, c'est que lorsqu'on va vouloir désinstancier le composant, on aura juste à émettre une fois sur notre subject destroy. Lui, il va automatiquement être pris en compte ici, et notre sable sur la recherche ici passera en complete. C'est-à-dire qu'il va être prévenu qu'il faut qu'il arrête d'émettre, qu'il n'émettra plus rien. Et là, on n'a plus de fuite de mémoire. C'est assez simple. Et ce qui est cool, c'est beaucoup plus réactif, c'est beaucoup plus dans cette logique de rien déclencher manuellement. On va écouter sur quelque chose. Surtout, on fait l'action une fois, et potentiellement, on peut avoir peut-être, 5 observables.
Il n'y aura pas de traitement en plus, il n'y a pas de charge mentale, c'est simplement tout se fait automatiquement, tout se propage. Ça va attendre un peu. Mais maintenant, imaginez votre client, ils vous disent c'est super, hein, parce que j'ai une liste d'utilisateurs, je peux filtrer sur le nom, mais il y a encore de plus en plus d'utilisateurs parce que son service marche super bien. Et du coup, il va dire c'est bien beau le nom, mais maintenant j'ai plein de personnes qui ont le même nom, donc j'aimerais bien pouvoir faire un autre filtre. Et du coup, pour faire ça, ça serait vraiment super bien si je pouvais avoir, peut-être, puisqu'on affiche l'email et la ville, on pourrait imaginer avoir un champ de recherche sur ces deux champs en plus, pour qu'on puisse vraiment filtrer à la fois sur le nom, sur l'email et sur la ville. Juste attends. Mais du coup, comment est-ce qu'on pourrait faire ça? Si on réfléchit encore en partant du besoin, on a déjà donc notre observable qui va récupérer le champ de recherche sur le nom. On pourrait imaginer aussi faire deux observables de la même façon pour récupérer l'email et la ville. Mais notre recherche a de sens que si on associe ces trois champs, parce qu'on ne veut pas les prendre en compte de manière indépendante. On veut qu'ils puissent réagir entre eux. Donc pour ça, ce qu'il nous faudrait, ça serait la possibilité de combiner ces trois champs en un objet qui pourrait contenir un objet de recherche qui contiendrait à la fois notre nom, notre email, notre ville. Et de la même façon, juste avant, on faisait une recherche sur le nom, mais maintenant, il faut prendre en compte ces trois objets. Et derrière, ce qu'il nous faudrait, à partir du moment où on a notre observable qui nous contient notre recherche, eh bien, on va pouvoir combiner cet observable avec l'utilisateur, tout simplement parce que nous, notre besoin, ça reste de récupérer les utilisateurs qui sont filtrés. Et comment est-ce qu'on peut faire ça? Déjà, ce que je vous propose, dans la mesure où on voit qu'entre, si je reprends ces différents exemples, le champ, que ce soit sur le nom, l'email, la ville, ça va être grosso modo, c'est la même chose. On va vouloir appliquer les mêmes traitements, on va mettre un debounce, on va recommencer par une chaîne vide. Ce qu'on pourrait faire en premier, c'est qu'on pourrait imaginer tous ces traitements, on va les déplacer dans qu'on a fait sur Observable. On pourrait imaginer simplement les faire déplacer dans une fonction. Pour refactor le code, il serait un peu plus sympa à utiliser. Donc on va simplement faire une fonction qui va nous retourner un observable de string. Cette fonction, comment est-ce qu'on va s'en servir? De la même façon qu'avant on faisait on va réutiliser notre combine_test. Notre combine_test, du coup, il va nous combiner nos trois observables. Et pareil qu'avant, à partir du moment où ils vont tous émettre au moins une fois, quand il y en a un qui va émettre, mais en gros, c'est comme si on récupérait un nouveau champ objet qui va contenir toutes nos valeurs mises à jour. Comme avant, on va récupérer notre observable utilisateur en appelant l'opérateur ajax.getJSON. Et au final, qu'est-ce qui change dans notre code? Si on reprend l'exemple qu'on a fait précédemment avec le nom, maintenant on a plus un observable qui contient des strings, mais on va passer à un objet. La logique, c'est sensiblement la même. Du coup, on va juste changer la source. On passe sur un observable de string, un observable de recherche. C'est quoi les traitements qui changent? La seule différence, c'est que maintenant, avant, on voulait juste vérifier que le nom était contenu dans le nom utilisateur. Maintenant, on va appliquer juste le même traitement sur l'email et sur la ville. Mais au final, il n'y a aucun autre changement. Donc là, par exemple, c'est plus compliqué que ça. Juste en changeant ces quelques lignes de code, on est quand même en mesure d'obtenir une liste d'utilisateurs qui se met à jour directement en tenant compte de la combinaison des trois filtres. Et ça ne demande rien. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais le peu de code qu'on écrit pour obtenir quelque chose comme ça, il y a moyen qu'on se prenne vite la tête en faisant des effets de bord partout, et après, ça serait super sympa à maintenir. Hein. Et en plus, imaginez si on vous dit, moi par contre, ce que j'aimerais, c'est qu'à chaque fois que mon filtre change, j'aimerais refaire un appel pour récupérer d'autres utilisateurs qui vont contenir ça, parce que peut-être que pour des raisons de performance, on ne va pas vouloir faire ces filtres côté front ou mettre de la pagination, il faudra appeler le back. Là, ça serait bien sympa. Au final, si on raisonne en observable, on a un flux de données. Notre flux de données, la seule chose qui va changer, on a toujours la même recherche. Ce qui va changer, c'est que qu'est-ce qu'on va en faire de cette donnée?
plutôt que de faire les filtres nous-mêmes, on va vouloir faire un appel HTTP par exemple. Et pour ça, on peut juste appeler l'opérateur switchMap. L'opérateur switchMap, il va nous retourner. Donc là, vous voyez qu'à chaque fois qu'on va émettre, qu'on aura une nouvelle valeur émise dans la recherche, on va passer dans cet opérateur et on va vouloir retourner une liste d'utilisateurs en prenant en compte les différents filtres. Maintenant, imaginez un cas peut-être un peu tordu qui pourrait se passer, c'est que quelques latences au niveau du réseau, vous commencez à mettre une recherche pour Toto. Et puis ensuite, donc, vous lancez votre appel réseau. Entre-temps, vous effacez peut-être, vous modifiez votre recherche, vous voulez avoir Titi. Et donc là, ça va refaire un appel. Mais ce qui va se passer, c'est que, je vous dis, il y a des latences au niveau du réseau, et bon, sauf qu'il y a un problème, et le serveur va récupérer les deux appels inversés. Donc il va d'abord recevoir Titi, et après Toto qui entre une valeur. Ben là, ça pose un problème. Pourquoi ? Parce que déjà, on va faire deux appels qui vont servir à rien, parce qu'on est en recherche plus récente. Deuxièmement, en fonction de la saisie, on aura un résultat qui est obsolète et qui n'est pas ce qu'on veut rechercher. L'opérateur switchMap, tout simplement, ce qu'il va faire, c'est que s'il y a un traitement en cours, et qu'on va lui passer une nouvelle valeur, il va arrêter le traitement d'avant et il va juste effectuer ce traitement. Donc au niveau d'une requête HTTP, la requête, juste elle serait cancel et on n'aurait que notre dernière requête qui va passer. Donc ce cas, on ne pourrait jamais arriver. Et là, du coup, on a changé vraiment, encore une fois, on n'a quasiment rien changé. Parce que le workflow de travail, en fait, il n'a pas changé. C'est juste, qu'est-ce qu'on va faire ? C'est le traitement. Et là, très facilement, à chaque fois qu'on va modifier la recherche, on peut imaginer peut-être mettre un petit loader, et du coup, quand notre requête est répondue, on affiche le tableau. Et c'est vraiment uniquement le code que je vous ai montré. Et là, ce qu'il faut vous dire, je vais faire un petit récapitulatif, mais du coup, si je reprends cet exemple, il faut quand même vous dire que je vous ai montré peut-être même pas une dizaine d'opérateurs. Dans RxJS, on a à peu près une centaine. Donc ça vous laisse une idée du coup de la puissance de l'outil. Et je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que par rapport à tout ce qui est fait, on n'a rien fait du tout. Hein. Alors les traitements prennent même pas 10 lignes en tout. Je trouve ça assez fou quand même. Okay. Bon, du coup, on va faire un petit récapitulatif pour. Déjà, c'est indéniable. Il y a quand même un effort à fournir au début parce qu'on n'est pas habitué. Il y a une phase d'apprentissage pour servir de RxJS. Donc il y a pas mal de nouveaux concepts, que ce soit peut-être si vous n'avez jamais servi tout ce qui est au Pattern Observer, ou peut-être à la programmation fonctionnelle, ou même dans RxJS en lui-même, ces termes de observable, serveur, subject, tous les opérateurs, énormément. Moi, quelque chose qui n'est pas forcément compliqué en soi, mais personnellement ce qui m'a pris du temps, c'est cette manière de penser qui est un peu à l'inverse de ce dont on peut avoir l'habitude. C'est-à-dire qu'on peut être habitué à penser à quelque chose qui est très linéaire, et le fait de penser, c'est pas moi qui vais déclencher quelque chose, mais je vais réagir plutôt à quelque chose. Mais juste ce chemin de pensée, ça peut être, c'est ce que je trouve qui est pas le plus compliqué, mais ce qui prend le plus de temps. Par contre, une fois qu'on a passé ce cap, les traitements sont vachement simples. Vous avez vu, on a utilisé que quelques opérateurs, mais ça se lit très très facilement. On a quelque chose qui est super maintenable parce qu'au final, il n'y a pas d'effet de bord. Si jamais vous avez peut-être une donnée qui est incohérente, où est-ce que ça peut être ? C'est dans le pipe, parce que c'est uniquement dans le pipe que tous les traitements se font. Vous n'avez pas besoin de chercher une variable qui serait peut-être mise à jour dans telle ou telle fonction, qui dépendrait de... Tout ça, ça disparaît. Il y a moins de couplage. Vous avez vu, au final, peu importe la source, ou peu importe ce qu'on va en faire, ce qui change, c'est j'ai des données. Et d'où elles viennent ces données, je m'en fiche. Dans cet exemple, la recherche, on l'a construite à partir de trois inputs trois inputs. On pourrait peut-être se dire, moi j'aimerais bien écouter sur les changements de paramètres dans l'URL. On pourrait très bien se dire, moi j'aimerais écouter depuis un service, une source externe. Ça ne changerait rien. L'observable, il contient des données. Et pareil pour le traitement. C'est que la différence entre le filtre côté front et le filtre côté back, c'était 2 lignes de code à changer. Moi, quelque chose que je trouve vraiment génial avec cette librairie,
c'est qu'on a vraiment une abstraction de la notion de temporalité. C'est-à-dire que quand on va travailler avec des promises, par exemple, c'est qu'on va faire un traitement, on sait qu'on aura une donnée plus tard, et avec le async await, ça ressemble à du code synchrone, mais au final, on a du code qui est synchrone, du code qui est asynchrone, un peu en tous les sens. Là, au final, à aucun moment, on s'est dit, ça nous importe peu quand est-ce que la ressource va arriver. C'est juste quand elle arrive, tu fais ce traitement. On n'en a jamais parlé. Et ce qui rend super bien, c'est que tout ce que je vous ai montré, donc pour rappel, RxJS, c'est uniquement implémentation JavaScript des Reactive Extensions, donc de ReactiveX. Mais cette librairie est implémentée dans différents langages de programmation, dans les principaux. Donc, en exemple en JavaScript, mais vous avez l'équivalent avec Rx Java, Rx Swift, Rx Go, je crois qu'il y a peut-être Rx Python, mais dans les principaux langages de programmation, vous avez la même chose. Les concepts sont les mêmes, les noms sont quasiment les mêmes, c'est de la syntaxe après, mais l'idée, ça peut vous servir partout. Voilà. Donc du coup, je pense qu'après, on vous fera parvenir peut-être les slides si vous êtes intéressé. Je vous ai également du coup mis un lien pour si vous voulez accéder au code source de la démo, donc de notre recherche. Dans cette démo, j'ai juste mis un peu la façon un peu classique qu'on pourrait réaliser comme partout avec les subscribes. Et je vous parlais notamment du PyPA5, plus la manière d'Angular, puisque les observables sont encore le framework. Donc si vous voulez comparer, vous aurez les deux versions et c'est sur le même, c'est sur un stack build, donc vous pourrez jouer facilement avec les deux comme vous voulez. Il y a aussi deux ressources que je voulais vous partager, donc c'est learn.rxjs.io. Tout simplement, c'est un site qui va détailler les différents opérateurs avec des exemples. Et chaque mois, c'est quelque chose qui m'a bien aidé au début quand je savais pas trop vers quoi aller et qu'est-ce que c'est chacun. Et même maintenant, je continue d'y regarder ponctuellement les annonces qu'on a fait. Et rxmarble.com, voilà, c'est un peu pareil, sauf que ça va vous mettre des exemples avec des petites. Vous avez peut-être déjà vu des marble diagrammes. C'est simplement un peu plus schématisé. Donc vous aurez des schémas avec les événements pour chaque opérateur. Ça peut vous aider à visualiser un peu plus facilement. Donc maintenant, si vous avez des questions, je serai dispo pour y répondre. Mais si jamais vous avez une question qui venait et que vous souhaitez un peu échanger davantage sur le sujet, il ne faut pas hésiter à m'envoyer un message. Donc ça peut être par mail sur mon adresse arthur@arlan.dev ou tout simplement m'envoyer un message sur LinkedIn. C'est avec plaisir que je vous répondrai. Et voilà. Je sais pas si est-ce que vous avez des questions peut-être sur certains points. Est-ce que tout est clair? Est-ce que globalement, ouais. Plus sur la partie théorie du début. Ok. C'est quoi la diff entre le dernier next que tu vas envoyer et le complete? Est-ce que pour le dernier next, ça déclenche le complete ou il faut rappeler une ligne de Non, en fait, c'est t'as pas de dernier next parce que c'est juste t'as une séquence, ça va te mettre des choses et tu sais pas qu'en fait quand est-ce qu'elle va s'arrêter. Donc si t'as pas de complete, potentiellement elle s'arrêtera jamais. Et c'est pour ça que c'est important de faire notre subscribe si jamais on n'est plus intéressé. Mais t'as pas de notion de dernier next. Parce que tu peux pas définir à l'avance le nom de next qui aura. C'est ça, tu peux pas savoir. Tu peux un peu prendre l'exemple, tu as ton robinet, et tu vas le tourner, tu as de l'eau qui va tomber, super. Derrière, l'eau ne va pas s'arrêter de couler à partir d'un moment, tu vois, tant que tu vas pas retourner le robinet, ton eau va continuer de passer. Et c'est un peu la même logique, tu sais pas. Du coup, ça vous avez pensé aux fonctions génératrices que je pense qu'on a utilisé avec Redux Saga à l'époque. Du coup, tu appelais des next, et c'est vrai que le dernier next, c'était la fin, tu vois. Ouais. Parce que tu avais écrit libre. T'as pas de notion de fin tant que tu fais pas complete ou subscribe. Du coup, je suis curieux de savoir comment ça se passe quand tu as une grosse code base, parce qu'au final, tu as beaucoup d'outils assez bas niveau en fait. C'est pas forcément très cadré. Nous, on faisait du React et du coup, on avait Redux qui s'inspire en grande partie de ça, j'imagine, sur le côté réactif. Mais on était cadré. Et là, tu peux tout faire. Du coup, quand tu as une grosse code base. Tu peux avoir un peu le RxJS, tu peux t'en servir. C'est un peu plus abstrait que Redux parce que c'est beaucoup plus générique au final. Je sais qu'avec Redux, tu vas dispatcher tes actions, tu vas écouter dessus, et
tu vas pas déclencher une action, par exemple, à chaque fois que ton input va changer. Tu vois, ce que tu pourrais déclencher avec Redux, c'est plus que tu as une recherche, mais est-ce que tu vas déclencher chaque action par input name, aimer, input, tu vois, ça c'est pas forcément... c'est plus abstrait, c'est plus générique. Tu peux t'en servir, tu pourrais te faire un peu la même logique Redux avec RxJS, avec les observables. Tu peux le faire, hein, mais tu peux. Après, effectivement, ça dépend des codebases et je pense que c'est comme tout. Hein, c'est bien. Si tu veux t'en servir n'importe comment, tu peux avoir des débordements, des choses comme ça, mais je sais que moi, sur les applications, je fais d'Angular et c'est vraiment au cœur du framework. Et je pense aujourd'hui, c'est vraiment pour ça que j'aime bien bosser avec Angular parce que justement, une fois que tu as compris ce principe, c'est beaucoup plus simple parce que ça part moins dans tous les sens, justement. Tu as tout qu'à centraliser. Tu sais que tu as ta recherche 1, recherche 2, tu les combines. Tiens, ma recherche 1 me rend pas la bonne valeur. Ben, cherche pas partout, c'est dans le pipe. Tu vois, c'est beaucoup plus. Je trouve ça beaucoup plus simple, au contraire, de s'y repérer une fois que tu as chopé le truc parce que tu n'as pas assez de bord, justement. J'aurais une question sur les sources de données. Ouais. Là, dans ta presse, c'était donc des inputs HTML. Mhm. Dans le jusqu'à 3, donc on peut voir la complexité qui est bien gérée. Mhm. Est-ce que tu as des exemples en tête d'autres inputs qui pourraient être utilisés Ouais. parce que ce serait Bah, typiquement, qu'est-ce que tu pourrais utiliser? Imagine que tu es dans ton interface, tu as un utilisateur. Peut-être que tu aurais une liste sur la gauche et à droite, tu as un détail, tu vois, de cette personne. Bah, du coup, tu pourras simplement écouter et à chaque fois que tu vas sélectionner un utilisateur, bah, tu vas vouloir aller chercher le détail. Et du coup, tu vois, ton observable, ça pourrait être la sélection d'un utilisateur. Et tu pourrais agir comme ça. En fait, tu peux tout... tu vois, c'est une source de données, donc tout peut devenir observable. C'est juste des séquences. À partir du moment où ça peut... tu dis, bah tiens, je vais sélectionner quelque chose, tu pourrais imaginer le mettre dans un observable, par exemple. On peut tout transformer comme ça. On peut écouter un clic sur un bouton, par exemple. Donc ça peut être, je sais pas, peut-être que un autre exemple qui pourrait être intéressant et typiquement que j'ai déjà eu, c'est que tu as des formulaires. Ces formulaires vont être un peu, bon, c'est pareil, au début tu as 3 inputs et puis après tu as un truc qui est super compliqué. Et peut-être que si mon formulaire a une valeur toto, eh ben, il faut que mon autre champ, je le désactive, qu'il soit disabled. Peut-être que si j'ai encore une autre valeur que sélectionnée, ben, je vais vouloir réinitialiser l'autre formulaire. Et tu vois, du coup, tu peux très bien te brancher comme ça et dire, bah, j'ai mon élément, il change de valeur, s'il y a cette valeur, je fais ça. Tu peux tout faire avec. Quand tu dois onboarder par exemple des personnes qui ne connaissent pas forcément la programmation fonctionnelle ou les 100 fonctions utilitaires de RxJS, ça se passe bien, ça prend du temps ou Il y a toujours une... tu peux faire avec ça. Ouais, je pense que tu auras toujours une phase d'apprentissage parce que déjà ça reste un peu nouveau. Et moi, c'est vraiment ce que j'ai ressenti, c'est que tu as une manière de penser qui est opposée à ce qu'on est habitué à faire. Mais une fois que tu franchis ce cap, tu es beaucoup plus à l'aise. Mais ouais, tu as quand même une contrainte. Tu vas pas te faire en un claquement de doigts. Faut que tu pratiques un peu pour vraiment voir tous les cas et t'en servir correctement. Mais c'est un peu comme beaucoup de techno, mais au final, tu as un moment, c'est tu vois, tu as un petit eureka et à partir de ce moment-là, c'est avant tu touches un peu du doigt et quand à ce moment tu dis en fait c'est ouf parce que tu peux tout faire avec, c'est vraiment c'est comme ça que j'ai vécu. Mais ouais, au début tu as une petite phase d'apprentissage et c'est pas mal s'il y a déjà quelqu'un qui est un peu plus compétent, qui a déjà travaillé avec, qui peut accompagner. Merci à tous. Ouais, merci. On va faire la fête en bas. Merci. Merci. Je vous garde 2 minutes pour vous parler des prochains rendez-vous qu'il y a. Je vous ai vite fait parler tout à l'heure dans l'introduction qu'il y a les 2 ans de Control Up en octobre.
On n'a pas encore la date précise, on va l'avoir bientôt. Mais l'idée, c'est de fêter ça ensemble. Normalement, ça devrait se passer à Darwin. C'est pour ça qu'on a reculé la date, parce qu'il y avait le climax à Darwin, donc on ne pouvait pas organiser l'événement. Donc on vous donnera la date, et donc venez nombreux. Il y aura du monde. Ce sera le moment d'échanger avec un peu tout notre entourage, et venez avec le vôtre aussi. Ça permettra d'agrandir l'entourage de Contrôle, mais aussi peut-être d'agrandir Tech Control. Donc n'hésitez pas. Et on continue la série des meet-up comme on a fait sur ce début d'année. On en fait un tous les 2 mois, et donc le prochain il est en novembre. Et on a besoin de vous aussi pour présenter des sujets. Donc s'il y a des choses que vous avez envie de voir, mais vous ne vous sentez pas présenter, vous pouvez juste les proposer. Mais si par contre vous avez des sujets que vous voulez présenter, je vous conseille aussi de les proposer sur VoteUp. Ici, on a une petite application que je vous mets ici. N'hésitez pas à prendre soit l'URL qui est pas encore hébergé sur notre nom de domaine, mais bientôt. Mais le plus simple, c'est de prendre le QR code. Et l'idée, c'est de proposer des sujets, que chacun puisse voter. Je laisserai cette page-là tourner le temps qu'on soit là, le temps qu'on boit une petite bière, donc vous pourrez le scanner tout à l'heure. Mais l'idée, c'est de proposer des sujets, et ceux qui sont les plus plébiscités, on essaiera de les faire présenter par quelqu'un qui s'est proposé. Et si personne s'est proposé, on essaiera de trouver quelqu'un, nous, en interne à Control Hub, qui a envie de présenter le sujet. Donc voilà, n'hésitez pas à poser les choses. Et la page est en temps réel, donc toutes les propositions que vous ferez dans la soirée apparaîtront là, donc les gens pourront voter en temps réel. Donc n'hésitez pas à vous en servir. Voilà. Et merci à vous. Merci.